La première grande période de l'histoire du Loiret court du Moyen Âge au début du XXe siècle. Très longue, cette période se caractérise par un Loiret considéré avant tout pour sa vocation économique et productive, grâce à la valorisation de l'eau par les moulins. Grâce à cette carte, qui est à l'envers selon nos représentations cartographiques habituelles, nous pouvons avoir une idée de ce à quoi ressemblait le Loiret au tout début du Moyen Âge. Un ruisseau qui divague sur une large zone entre de nombreuses îles. Un paysage composé d'herbages, de bosquets, de landes marécageuses et de joncs. Et un val certainement régulièrement inondé et peu hospitalier. Clovis, à la fin du Ve siècle, a donné aux moines de Missy l'autorisation de s'installer à l'embouchure du Loiret, avec le droit d'utiliser le courant et de valoriser la force hydraulique. Les moines se lancent alors dans la réalisation de nombreux travaux sur le Loiret. Ils vont endiguer, drainer et mettre en culture des terres, créer des chaussées, comme la chaussée des Tacreniers ou celle de Saint-Santin, édifier de nombreux moulins. Le moulin du Bac est attesté vers 500, et pour les autres moulins, on a des preuves d'existence entre le XIIe et le XVIe siècle, sachant que la majorité des moulins existent sans doute dès la fin du XIIe siècle. On observe donc une transformation drastique du Loiret, mais quels sont les facteurs qui l'expliquent ? Les usages, certes, mais plus largement les forces sociales et politiques en présence, qui ont pu mener à bien un tel projet de transformation du Loiret. Regardons maintenant de plus près ceux qui ont mené cette entreprise et leurs motifs. Les moines, à l'origine de l'ensemble de ces aménagements, bénéficient de droits toujours plus importants sur la rivière. Après plusieurs siècles de tensions et de concurrence entre l'usage des moulins et l'usage pêche, Philippe Auguste, à la fin du XIIe siècle, cède tous ses droits de pêche aux moines et la propriété du 7e de l'eau royale, ce qui permet dorénavant aux moines de faire sentir leur autorité sur le cours entier du Loiret. Les différentes communautés religieuses s'affirment donc comme les véritables seigneurs du Loiret pendant plusieurs siècles, le Loiret représentant pour eux une véritable rente financière et une source de pouvoir importante. Quelques siècles plus tard, l'État est ruiné avec la guerre de Cent Ans au XVe siècle, puis les guerres de religion au XVIe siècle. Il doit augmenter les impôts de manière significative. Le monastère de Missy, dévasté par les guerres et étranglé par les hausses d'impôts, se voit contraint de vendre ses propriétés ou de mettre en place des baux amphithéotiques vers la fin du XVIe siècle. Ce sont les riches bourgeois orléanais qui en profitent. On constate donc la montée en puissance des négociants et fabricants d'Orléans qui profitent de la ruine de l'État et des moines. Notons que l'évolution du Loiret ne fait ici que refléter l'évolution générale à l'œuvre en France, où la société héritée du Moyen-Âge est bouleversée, avec la montée en puissance des marchands et des bourgeois, qui préparera l'avènement du capitalisme. Ce changement d'acteur est associé à une diversification des usages des moulins. Travail des peaux et des laines, moulins à thym, en foulon, chamoiserie, teinturerie. L'industrie, textile en particulier, se développe en lien avec cet essor du capitalisme qui explique la situation brillante des bourgeois d'Orléans à partir du XVIe siècle. À la Révolution, ce sont d'ailleurs eux qui rachèteront les moulins. Les moulins à farine restent toutefois les plus nombreux et les majoritaires sur le Loiret. Les bourgeois d'Orléans investissent les bords du Loiret, non seulement pour leurs activités économiques, mais aussi pour y habiter et s'y détendre. Ils transforment de modestes maisons de vigne en villas et châteaux, avec grands parcs en bord de rivière. Le domaine du Beauvoir, petit clos de vignes à l'origine, a ainsi été acquis au XVIIe siècle par les descendants de la famille hollandaise Van de Berg, venus à Orléans pour exploiter une raffinerie de sucre. Réceptions et fêtes sont nombreuses au sein de cette communauté prospère. Cette évolution du Loiret est à l'origine de la naissance d'une tension entre la recherche d'un cadre de vie agréable et le renforcement de la vocation productive de la rivière.
Certains auteurs opposent ainsi une vision idyllique de la rivière, occupée uniquement par les traditionnels moulins à blé, et une rivière souillée par les nouveaux ateliers qui génèrent de fortes nuisances. Ces désagréments pèsent cependant peu face à la prospérité et même à la fortune générée par cette activité industrielle. Le Loiret est donc une rivière équipée par une densité élevée d'ouvrages, moulins, vannes, déversoirs, qui dépendent étroitement les uns des autres. Sur ce schéma, on voit que si le moulin amont retient beaucoup d'eau pour augmenter la hauteur de sa chute, le moulin aval n'a pas assez d'eau pour faire tourner sa roue. A l'inverse, si le moulin aval retient beaucoup d'eau pour augmenter la hauteur de sa chute, le moulin amont ne peut pas faire tourner sa roue. Un équilibre précis est donc nécessaire pour que les deux moulins puissent bien fonctionner. Les nombreux procès qui émaillent l'histoire du Loiret pendant plusieurs siècles prouvent les difficultés des riverains à s'entendre. Pour assurer ce bon fonctionnement des moulins et la bonne entente des riverains, différentes formes de régulation sont progressivement mises en place. Ainsi, l'ingénieur Rigolo rédige en 1802 son rapport, qui sera approuvé par tous les usiniers en 1815. Ce règlement de police reprend les obligations présentes dans les baux et titres de propriété, sans changement de fond sur les règles, mais il cherche surtout à s'assurer que ce qui est écrit est respecté. En 1858, une nouvelle étape est franchie avec la création du syndicat de la rivière Loiret. Les propriétaires riverains s'organisent et jouent un rôle actif pour s'assurer du bon respect des règles. Le caractère productif du Loiret ne se limite pas aux moulins, il concerne aussi la navigation. Le Loiret a été navigable pour les marchandises jusqu'au port de Grenaille, situé près du pont Saint-Nicolas. Y étaient déchargés les grains ou graines oléagineuses traités dans les proches moulins. La navigation était arrêtée par la présence de barrages et de digues dus aux moulins. Au-delà, seule la navigation de plaisance était possible. En outre, certains bateaux de Loire pouvaient se réfugier sur le Loiret en cas de forte gelée, car le Loiret, alimenté par de nombreuses sources, gelait rarement. Cette navigation à vocation locale décline à partir du XVIIIe siècle. Au final, on aboutit à un aménagement systématique du Loiret qui se transforme en quelques siècles à peine en une succession de bassins pour utiliser la force hydraulique. Cette carte du XVIIIe siècle, sur laquelle le sud est en haut et la source à gauche, montre le caractère aménagé du Loiret, les chaussées et les bassins qui structurent désormais la rivière. La confluence avec le Dhuy évolue aussi de manière notable, probablement au gré des volontés des propriétaires du château de la Source. Le Loiret se caractérise donc par un aménagement très précoce, mais qui est resté stable pendant plusieurs siècles. L'objectif principal de ces aménagements relève de la production économique, et, pour produire, il y a besoin d'énergie et donc que l'eau circule. Cette photo aérienne permet de montrer en outre que les moulins sont concentrés sur la partie médiane de la rivière, de Saint-Sanson à Saint-Santin, exception faite du moulin du Pont d'Olivet. Cet aménagement du Loiret a aussi des conséquences sur le statut de la rivière. Le Loiret a cessé d'être navigable en étant barré par des moulins, engendrant des tensions sur la souveraineté et sur les droits associés. C'est probablement en 1669 que la situation est clarifiée avec une ordonnance des eaux et forêts qui classe les cours d'eau. L'aval, toujours navigable, est intégré dans le domaine public fluvial, tandis que l'amont est non domanial. Pendant cette longue période, le Loiret constitue aux yeux de ceux qui le gèrent et l'exploitent une ressource prédictive, aiguisant appétit, concurrence et suscitant donc arbitrage et règles collectives. C'est une rivière qui génère richesses et conflits. En cela, c'est un territoire où le pouvoir doit s'exercer pour assurer à la fois le contrôle de cette richesse et la paix sociale. C'est aussi une rivière emblématique, notamment du fait de son fonctionnement atypique avec ses sources et ses résurgences. Créé en 1790, le département prendra ainsi le nom de cette petite rivière. Avec les bourgeois, on voit également naître une forme autre d'attachement au Loiret,
qui marquera encore davantage la période suivante, où le Loiret devient aussi une source d'agrément.